Bismillahirrahmanirrahim. Toujours en endocrinologie, aujourd'hui on abordera un autre terme. On va traiter l'hypercorticisme ou la maladie ou bien le syndrome de Cushing. C'est le cours de Dr Tahmani. Toujours vous allez trouver tous ces supports pour les gens qui sont nouveaux dans la description. Toujours je vous invite à abonner, un maximum de partage, chers étudiants, et on abordera notre cours. Donc on va suivre le plan suivant. On va voir l'hypercorticisme, l'introduction. On va voir l'étude clinique et l'étude paraclinique dans cette première partie. On va voir les signes par rapport à l'étiologie. On va voir dans la partie diagnostic positif du syndrome de Cushing ou bien de cet hypercorticisme, diagnostic différentiel, diagnostic étiologique. On va voir les deux notions d'un hypercorticisme qui est, notez-vous bien, ACTH dépendant et ACTH indépendant. Ça, c'est un titre très important au cours de cette démarche. Dernièrement, on conclura par les formes cliniques, la prise en charge, traitement et leurs indications. Donc, on abordera premièrement toujours des notions de base, des définitions, des introductions qui sont bien sûr à retenir et bien sûr des thèmes fréquents posés dans les examens qu'il ne faut pas toujours les banaliser. Toujours, c'est notre méthode de travail. Donc, premièrement, comme introduction et définition, on dit qu'il s'agit d'un hypercorticisme, faites attention, ou un syndrome de Cushing, c'est pas la maladie de Cushing. Donc, on dit qu'il s'agit d'un syndrome. La maladie de Cushing, c'est parmi les étiologies que vous allez voir d'un syndrome de Cushing. Il ne faut pas les confondre. Faites attention à la terminologie. Donc, c'est un syndrome, c'est un ensemble de signes qui est provoqué par plusieurs pathologies. Donc, c'est la même chose comme la maladie. On a un syndrome parkinsonien et on a la maladie de Parkinson. Donc là, on a un syndrome de Cushing et on a la maladie de Cushing. Donc, c'est un ensemble de signes, de manifestations cliniques qui sont induites par l'exposition chronique à quoi? À un excès, ça c'est la pathologie, un excès endogène de, notez-vous bien, c'est les glycocorticoïdes, c'est le cortisol. C'est pas les minéralocorticoïdes, c'est les glycocorticoïdes, c'est le cortisol, sécrété toujours dans la surrénale. Je répète, glyco, c'est pas minéralo, c'est glycocorticoïdes. Ce dernier, il est considéré comme pathologie rare, avec une incidence annuelle à l'ordre de 6 cas par million d'habitants, mais le diagnostic n'est pas toujours valable et s'il n'est pas traité, c'est notre intérêt de la question aujourd'hui. Si ce syndrome de Cushing n'est pas traité, vous allez voir, il s'agit d'une surmortalité qui est très élevée. Donc, le diagnostic n'est pas toujours facile. Plusieurs étiologies sont incriminées. C'est pas facile de poser le diagnostic d'un syndrome de Cushing ou bien d'hypercorticisme. Ce dernier, il doit être bien établi pour permettre un traitement adapté. Concernant l'étiologie, l'évocation d'un syndrome de Cushing, elle est basée sur quoi? Sur des données cliniques. C'est pour cela qu'on va baser dans ce cours sur la clinique, la symptomatologie devant un syndrome de Cushing. La confirmation, si on vous pose la question, donc elle est biologique, toujours. Toujours rechercher et éliminer d'autres situations qui vont stimuler ce syndrome. Bien sûr, elle est à rechercher. On est en train de parler dans notre cours d'un hypercorticisme qui est endogène, notez-vous bien ce terme-là. Donc le syndrome de Cushing, c'est un hypercorticisme qui est endogène. L'origine, c'est un trouble à l'intérieur du corps. Faites attention, toujours penser à éliminer un hypercorticisme qui est iatrogène. Donc ce sont les patients qui vont prendre les corticoïdes par soit un but d'amaigrissement ou bien d'automédication, ça va donner un hypercorticisme qui est iatrogène, toxique, secondaire à un traitement ou bien un apport exogène, notez-vous bien le terme, de cortisol. Donc faites attention, un syndrome de Cushing, c'est une mauvaise sécrétion, ou bien c'est un apport élevé, c'est un hypercortisolisme, ou bien un hypercorticisme qui est d'origine, je répète, notez-vous bien le terme, endogène. Tout origine exogène ou iatrogène, il est un diagnostic différentiel avec ce syndrome. Donc ne posez pas directement le diagnostic d'un syndrome de Cushing sans avoir éliminé les autres pathologies. Donc, aussi, on a une démonstration biologique. Pourquoi? Pour dire, ça c'est à noter, s'il s'agit d'un syndrome de Cushing qui est ACTH dépendant, on a deux variétés, ou ACTH indépendant de cet hypercorticisme. Ça va différer dans le traitement et la prise en charge. Donc, on évoque le diagnostic par, je répète, des signes cliniques.
On va voir au cours de cette première partie. On va confirmer ce dernier par des signes biologiques, paracliniques. On va démontrer l'origine de cette dernière via le type est-ce que c'est ACTH dépendant, voire indépendant. Ça, c'est la démarche diagnostique. On va mettre en évidence la lésion d'origine de ce syndrome, diagnostic étiologique. Et le but toujours, c'est de réaliser un traitement adapté à cette étiologie. Pourquoi? C'est la dernière ligne. Donc, si ce dernier n'est pas traité, il s'agit d'une surmortalité, une morbidité significative, notamment qui est des complications qui sont cardiovasculaires. Donc, notre intérêt de la question aujourd'hui, la variété des signes, la difficulté de poser ce diagnostic et le taux de mortalité ou bien de surmortalité si ce dernier n'est pas pris en charge de façon qui est adéquate. Donc, ça dit, on va passer maintenant dans notre première partie à l'étude clinique et paraclinique de ce syndrome de Cushing. Donc, basez-vous sur cette première partie pour mieux diagnostiquer, mieux repérer, mieux diagnostiquer un syndrome de Cushing. Donc, les signes, donc on avait dit que la pathologie c'était un hypercorticisme. Donc, la pathologie, donc, ce sont des signes qui sont liés directement à l'action de cortisol. Certains, ils sont particuliers et certains, donc, ils sont non particuliers. Donc, faites attention à noter dans cette partie les signes en rapport d'un hypercorticisme direct et les signes indirects. Donc, en commençant premièrement, donc, on va détailler les signes en rapport avec cet hypercorticisme. On note, donc, comme toute corticothérapie, ça vous le savez, ça va donner une obésité. Donc, le premier signe qu'on va détailler premièrement, c'est une obésité. Donc, les glucocorticoïdes, ils vont altérer l'accumulation et la répartition des graisses. Ils vont être préférentiellement collectés au niveau dans le secteur viscéral. Ce qui explique, si on vous pose la question, il s'agit d'une obésité qui est androïde, si on vous pose la question. Donc, le syndrome de Cushing, il s'agit d'une obésité androïde. On va voir ça dans le contraste. Donc, obésité dans le secteur viscéral, une prise pondérale, comme vous voyez là dans l'illustration. C'est le symptôme le plus fréquent si on vous pose la question. Elles surviennent, faites attention, en absence de modification des habitudes alimentaires. Donc, c'est pas une polyphagie. Faites attention, c'est pas un changement des règles hygiéno-diététiques, c'est une prise pondérale de type androïde qui va survenir sans modification d'habitudes alimentaires avec une topographie, notez-vous bien le terme, c'est écrit en gras, une topographie qui est fascio-tronculaire qui est caractéristique. Ce que vous voyez là, donc ce que vous notez, c'est une obésité ou bien c'est une masse graisseuse qui est face au niveau de la face et au niveau du tronc tronculaire, avec, vous allez voir ça dans quelques lignes. Donc, une hypotrophie du membre inférieur, on dit que le patient il a un aspect contrastant. Une obésité facio-tronculaire de type androïde qui est contrastée avec membre inférieur qui est aminci, qui est amaigri, qui est en état d'hypotrophie. Donc, premièrement, obésité de type ou bien de topographie facio-tronculaire. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce qu'on est en train de dire. Un visage qui est arrondi lunaire. Le voilà, le visage arrondi lunaire. Qui est bouffé, qui est lunaire. Un comblement de l'espace péri-auriculaire et le creux susclaviculaire. Donc, on note par là le creux susclaviculaire ni l'espace péri-auriculaire. Avec un niveau de la nuque qui va donner l'aspect de ce que vous voyez là. Donc, c'est l'aspect de bosse de bison ou bien de buffalo hump en anglais. Donc, le patient, il a la fameuse qui est pathognomonique, l'aspect en bosse de bison. Également, elle est responsable, cette obésité, à une augmentation du tour de taille. Je répète, obésité androïde et aussi dans le territoire splanchnique. Donc, c'est au niveau des viscères. Donc, ce que vous voyez dans l'illustration. Donc, premièrement, premier signe le plus fréquent, c'est l'obésité toujours. Obésité androïde de type ou bien de topographie facio-tronculaire. La nuque de bison toujours qui est disponible avec un contraste avec les membres inférieurs, ce que vous voyez là. Donc, on dit que le patient il est en train de développer un contraste, une obésité avec une amyotrophie et une atrophie, si on peut utiliser le terme, des membres inférieurs. Deuxièmement, après l'obésité, vous allez noter des signes qui sont liés au catabolisme protidique. Si on vous pose la question des cortisol, parmi leurs
fonction, c'est l'augmentation du catabolisme protéique. C'est hyperglycémie toujours. Les signes musculaires, qu'est-ce que vous avez noté? Par contre, je répète, on est en train de dire qu'il s'agit d'un contraste. Donc, une obésité facio-tronculaire avec une, notez-vous bien, une amyotrophie proximale, qui est très spécifique dans le syndrome de Cushing. Là, ce que vous voyez, vous notez une obésité et en même temps, vous avez une contradiction. Donc, un membre inférieur qui est amyotrophique. Donc, l'aspect qui est grêle des membres inférieurs, il contraste. C'est écrit dans le support, il contraste avec l'adiposité qui est facio-tronculaire et un abdomen immense qui est protubérant, donc qui est en distension. Donc, si vous avez cet aspect-là, c'est très facile de spotter un patient souffrant d'un syndrome de Cushing. Donc, vous avez une obésité facio-tronculaire, la fameuse nuque de bison, la voilà. La répartition androïde, c'est cette adiposité avec, je répète, un membre inférieur qui est amyotrophique. Ça, c'est l'aspect typique d'un patient, ou bien c'est l'aspect caractéristique d'un patient souffrant d'un syndrome de Cushing. Donc, on pourra avoir une asthénie physique intense qui est responsable à une fatigabilité lors des montées des escaliers, mais ce n'est pas spécifique seulement à ce syndrome. Le signe de tabouret, ce que vous avez vu en neurologie par amyotrophie, vous avez vu ça dans le syndrome myogène. Vous pouvez consulter à tout moment le syndrome myogène, c'est toujours disponible dans la playlist de neurologie. Donc notre problème là, donc l'origine, donc c'est pas neurologique là, l'origine il est endocrinien par une mauvaise hypersécrétion du cortisol. Donc un signe de tabouret, les crampes. Ce signe de tabouret peut même confier le malade en décubitus total en cas d'amyotrophie sévère, surtout dans les muscles glutéaux, c'est elles qui vont stabiliser le corps. J'espère que vous vous souvenez de votre anatomie. L'existence des crampes, qui va traduire aussi une perturbation hydroélectrolytique, et particulièrement il pourra s'agir, si on vous pose la question aussi, une hypocalémie concernant le bilan métabolique. Donc je répète, deuxièmement concernant le bilan catabolique, qu'est-ce que vous allez noter? Donc, vous allez noter le membre inférieur qui est amyotrophique. Un contraste avec l'adiposité facio-tronculaire, un signe de tabouret, une perturbation hydroélectrolytique en association avec une hypocalémie. Tout ça est à noter, tout ce qui est en gras, je répète toujours, ce sont des notions de base. Ce sont des thèmes fréquemment posés au niveau des examens et sont des points forts qui sont à retenir. Donc, l'obésité, le déficit musculaire, l'amyotrophie, et la perturbation hydroélectrolytique en association avec l'hypocalémie. Toujours dans les signes spécifiques, on a les signes cutanés. Donc là voilà, une amyotrophie qui va donner le signe de tabouret. Donc les crampes, les signes cutanés. Donc le patient, il a, donc faites attention à noter toujours la peau du visage surtout, elle est érythrosée, rougeâtre, avec, notez-vous bien, des télangiectasies. Ça, vous avez vu en hépatologie. Vous avez vu l'insuffisance hépatique sur l'aspect de télangiectasie, avec un faciès qui est érythrosique. J'insiste sur la symptomatologie, elle est à retenir par cœur. Elle est associée à une fragilité cutanée. On dit que le patient il est en train de développer une peau qui est de type de papier à cigarette. Donc facile à développer des vergetures comme vous allez voir. Donc, une fragilité cutanée, une fragilité capillaire, comme vous voyez toujours dans l'illustration, elle est responsable, premièrement, à un retard de cicatrisation, en cas de plaie, à des ecchymoses, comme vous avez vu. Donc, là voilà, des ecchymoses. Donc, ecchymose facile à se développer, à secondaire, une fragilité cutanée, fragilité, je répète, vasculaire, la télangiectasie, le faciès érythrosé, tout ça, il est à noter. Et par suite, des ecchymoses peuvent exister également. Et il s'agit, là, faites attention, des vergetures. La rupture des fibres élastiques. Donc la lésion, elle va se manifester sur le plan anatomopathologique comme des lésions sur les fibres élastiques de la peau. Elle est responsable aux, faites attention, vergetures. C'est le signe qui est à retenir. Faites attention, ces vergetures, ils sont larges, premièrement. Notez tout ça. Rougeâtres. Vertical, faites attention à la description, ils vont siéger au niveau de l'abdomen, premièrement ce que vous voyez dans l'illustration, les racines des cuisses, les bras,
et même au niveau des seins. Donc je répète, pour les signes cutanés, vous allez citer l'érythrose faciale, premièrement, la fragilité cutanée, les ecchymoses, les télangiectasies, tout ça est à noter, j'insiste toujours, et une rupture du fibre élastique qui va vous donner les vergetures qui sont, notez-vous bien, je répète pour la deuxième fois, larges, rougeâtres, verticales, toujours, attention à l'orientation de cette dernière, qui vont siéger au niveau de l'abdomen, racines de cuisse, du bras et du sein. Ils sont à différencier à des vergetures qui sont liées à l'obésité, la couleur, qui sont claires. Cette fois-là, ce sont des vergetures rougeâtres, parfois même pourraient être purpres dans certains des cas d'évolution. Donc, signes cutanés, érythrose, vergetures, faites attention avec leur description au niveau donc des seins, de l'adiposité. Donc, dans le lieu où vous allez trouver votre adiposité, vous allez trouver les vergetures par la rupture de ces fibres élastiques. Dernier signe concernant les signes spécifiques au syndrome de Cushing, donc c'est une ostéoporose. Une ostéoporose due ou bien secondaire à un hypercorticisme, elle va survenir, notez-vous bien, surtout au niveau du rachis, avec des douleurs, ça va donner des tassements vertébraux à l'origine de quelques fractures pathologiques. Donc le patient, il va perdre premièrement le poids, bien de la taille. Si vous avez un patient qui est en train de perdre de taille, qui est en train de souffrir des tassements vertébraux, il va perdre quelques centimètres. Et même aussi, il va avoir développé des fractures pathologiques qui vont être au niveau de rachis concernant ou bien chez les sujets âgés. Ça, vous avez vu, donc dans votre traumatologie, fracture au niveau des rachis chez un patient ou bien sujet âgé, on pourra incriminer comme étiologie un syndrome de Cushing. Donc si on résume ce qu'on avait vu dans cette première partie, j'insiste sur la symptomatologie, elle est à retenir par cœur. Les signes spécifiques, si on vous pose la question, c'est premièrement l'obésité facio-tronculaire. Cette dernière, elle va se contraster. Donc voilà la nuque de bison, n'oublie pas ça. Ça va contraster avec une amyotrophie du membre inférieur, avec signes cutanés, faites attention. Donc là, les crampes, signes musculaires d'abord premier, crampes, amyotrophie, en association, faites attention à un érythrose faciale comme signe cutané, avec télangiectasie, et dernièrement les vergetures, faites attention, toujours dans les signes cutanés, faites attention, vergetures verticales, rougeâtres, au niveau des zones où ils sont cette adiposité, et dernièrement comme signe osseux, pour avoir donc une ostéoporose ou bien chez les sujets âgés, faites attention, tassement vertébral, vous évoquez ça devant toute pathologie rhumatismale, bien rhumatologique, pardon, et dernièrement donc les fractures pathologiques chez un sujet qui est âgé. Donc ça, c'était les signes spécifiques, je répète, concernant le syndrome de Cushing, sont à retenir par cœur. Je répète, le diagnostic, il est un peu difficile, il faut maîtriser la symptomatologie afin d'évoquer ce syndrome lorsqu'il existe. On va continuer notre démarche clinique prochainement dans les suivantes parties suivantes. Toujours du bon courage dans vos préparations. Maximum de partage, chers collègues. Je vous remercie toujours pour votre attention. Bon courage et à la prochaine.